Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire encore un petit point sur quelques graphiques. Alors le premier graphique dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Alors on va se concentrer d'abord sur la gauche. Je vous avais parlé dans différentes vidéos justement de faire attention au niveau des indices, de leur pondération, de ce qu'il y a à l'intérieur, pour bien comprendre ce qui se passe. Puisque dernièrement, donc, par rapport à des vidéos sur lesquelles je pouvais avoir un biais un petit peu à la correction, beaucoup plus prudent, etc., beaucoup de personnes m'ont posé la question du pourquoi. Le pourquoi, en fait, c'est toujours dans l'idée où vous devez un petit peu zoomer et regarder ce qui se passe un petit peu à l'intérieur des indices et pas seulement uniquement sur les indices, parce que sinon vous êtes complètement illusionné par les surpondérations d'un certain secteur d'activité ou d'une poignée de valeurs. Donc sur le CAC 40, par définition, c'est le luxe, et sur le Nasdaq, par exemple, bah, ça va être les GAFAM, et même auprès du S&P, vous allez avoir les GAFAM qui vont représenter quand même un bon quart de la capitalisation totale de l'indice. Donc ce que l'on avait dernièrement ces derniers jours sur la partie gauche, on voit ici c'est le S&P de valeur de croissance, donc on enlève donc les valeurs value, on prend que les valeurs croissance et on voit bien donc en fait après vous avez vu la rotation, la fameuse rotation dont tout le monde a parlé, on est revenu sur les valeurs value, etc. On avait donc cette première correction et puis derrière une congestion. Donc évidemment, quand on prend les valeurs de croissance, ça ressemble pas mal au graphique du Nasdaq. Et c'est pour ça, parce que vous prenez à peu près une dizaine de valeurs et vous avez l'ensemble de la pondération. Et donc ce que l'on a là, on le voit donc, c'est une poussée. Par contre, ce qui m'intéresse moi plus, c'est regarder le graphique à droite. Et le graphique à droite, c'est la même chose, c'est les valeurs de croissance, mais c'est le Russell 2000. Et donc lui, on le voit, il est beaucoup plus large et il va prendre 2000 valeurs. C'est-à-dire qu'on va diluer un peu plus même les grosses pondérations que sont les GAFAM. Et là, celui-ci, quand on le regarde, on se rend compte d'une chose, c'est-à-dire que il est resté dans son côté plutôt plat, alors que le S&P Growth, donc lui, on le voit, a fait une dernière jambe haussière. Et donc l'idée, qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ça? C'est que si vous regardez que ça, vous vous dites, bon ouais, ça y est, c'est reparti pour un tour, valeur de croissance, valeur technologique, on y va banco. Mais si vous regardez ça, vous vous rendez bien compte que la rotation est toujours en cours et que les portefeuilles continuent quand même de plébisciter surtout des valeurs value, mais d'un autre côté, on plébiscite des valeurs de croissance, oui, mais en étant ultra sélectif, c'est-à-dire on va chercher surtout les grosses capitalisations, les grosses pondérations, ce qui explique que sur un indice qui a beaucoup moins de valeurs, comme le S&P 500, même si ça reste quand même 500 valeurs, on voit bien l'impact, alors qu'on ne voit pas du tout cet impact-là sur le Russell 2000. Donc ça doit vous envoyer un premier signal. Le signal, c'est que ça vous envoie des divergences, ça vous indique, c'est ce que j'appelle le sentiment de marché, et c'est ce que je vous indiquais en vous disant oui c'est haussier, mais on commence à avoir des divergences au niveau du souffle. C'est-à-dire que le risque, pas que ça baisse et pas que ça corrige, c'est que ça le fasse avec volatilité. Donc c'est le retour de la volatilité. Pourquoi? Parce que votre marché ne repose plus, votre hausse du marché ne repose plus en fait que sur une poignée de valeurs. Donc, comme si les autres valeurs ne sont pas capables de prendre le relais, ces valeurs-là, quand elles vont corriger, et elles ont besoin de corriger, de faire du prorata, de souffler, et bien si les autres valeurs ne sont pas capables de prendre le relais, et bien forcément, comme votre hausse ne reposait que sur une poignée de valeurs, votre hausse ne repose plus sur rien. C'est ce qui crée la volatilité, du coup, puisqu'il suffit que ces valeurs-là voilà, corrigent de 2-3%, et tout de suite, ça va se répercuter sur l'indice, et vous allez le sentir tout de suite passer, ce qui va vous faire dire tout de suite, dès qu'on va reperdre 2 ou 3%, ah ça y est, c'est la fin des haricots, c'est terminé, etc. Non, il faut se concentrer sur le fait que relativiser d'où on vient et prendre en considération le prorata, c'est-à-dire on fait une correction au prorata de la hausse sans pour autant remettre en cause la tendance de fond. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'étude du sentiment de marché, c'est-à-dire on essaye de creuser et même, je vais plus loin, c'est-à-dire je vais chercher dans les secteurs d'activité, je vais chercher à analyser les valeurs également une à une, suivant leur secteur d'activité, pour voir si le marché il est en train de monter dans son ensemble, ou si le marché est
sélectif vis-à-vis de secteurs d'activité, ou au contraire, quand on est en règle générale sur ces dernières jambes haussières-là, là où je me dis, bon, c'est peut-être, sur cette hausse-là, c'est peut-être le moment en fait de vendre dans la force acheteuse, c'est l'idée justement que ça ne repose que sur une poignée de valeurs. Et donc ça, voilà, je voulais vous en parler justement pour réappuyer sur ce point-là. Et c'est comme ça également qu'on peut l'étudier et qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le marché dans son ensemble. Deuxième graphique, alors celui-là, on va le mettre un petit peu plus petit. Deuxième graphique, celui-là, il ne va rien vous apprendre. On est en hausse à peu près, on le voit, de 75% sur les plus bas en fait. Et on voit qu'en gros, ça en fait le troisième, si je ne dis pas de bêtises, le troisième marché haussier le plus fort de l'histoire, mais aussi le plus détesté. On voit donc les rebonds ici, on le voit entre 1932, 1933. Ensuite, voilà, il y avait eu le côté 1936, etc. Et puis surtout, moi, celui dont je me souviens, c'est surtout celui de 2010. 2009-2010, concrètement, c'est là où j'ai pu commencer déjà à bien façonner mon portefeuille grâce justement à un marché qui montait en ligne droite. Et à l'époque, voilà, il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr, il suffisait d'acheter, et en effet, on avait des hausses exponentielles. Et globalement, quand j'y repense, en effet, ça me fait plutôt penser à ce marché-là. De la même manière, on avait Stimulus à gogo, et l'idée, c'est que c'est toujours la même chose. Le marché avait anticipé, et à partir du moment justement où la reprise économique s'est matérialisée dans les statistiques, ben, le marché s'est mis à corriger. Et alors, ces corrections, c'est les corrections au prorata. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si on gagne 70% comme ça, il faut s'attendre éventuellement à ce qu'on ait une correction qui peut être comprise en 10-15%. À l'époque, en 2010, je pense qu'on a eu entre 15 et 20% de correction. Et bien entendu, ce qu'il faudra comprendre, c'est que si on a 15-20% de correction par rapport aux 70 qu'on a gagné, bon, mais globalement, c'est un retracement à peu près de la moitié de la performance, suivant les calculs des pourcentages. Mais cette idée-là, donc, c'est bien pour faire comprendre également que ce qui va déranger certainement beaucoup d'investisseurs, c'est de se dire, je ne comprends pas pourquoi le marché baisse, puisque on a tout ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire les gens sont de plus en plus vaccinés, donc on réouvre l'économie, on est en train donc de relancer les emplois, donc moins de chômage, donc plus de personnes qui vont consommer, donc on est en plein dans cette reprise économique. Et donc si vous avez débuté récemment en bourse, il faut bien comprendre que la bourse anticipe, et là ce qu'on va anticiper tout simplement, c'est qu'on a déjà tout anticipé. Donc du coup, ce qu'on va anticiper plus tard, c'est potentiellement la création d'inflation. Moi je me souviens, dès 2010, et ça avait duré jusqu'en 2013 grosso modo, et c'était pareil, c'était la peur de l'inflation, la peur justement que les stimulus américains créent de l'inflation, ce qui n'avait pas été le cas. On avait eu un paquet d'économistes et de prix Nobel d'économie qui s'étaient cassés les dents là-dessus, justement sur le fait que maintenant c'est un petit peu mieux compris, sur le fait que cet argent à l'époque était finalement une gestion comptable. On n'avait pas d'argent qui avait été distribué dans l'économie réelle. Là, un petit peu différent. C'est un petit peu différent, mais globalement, ce n'est pas non plus la majeure partie. Donc ce que l'on continuera de regarder, c'est est-ce que éventuellement la hausse de l'inflation que l'on a actuellement, mais qui est surtout liée en fait à un choc exogène dû à la crise Covid et donc à ces chaînes de supply chain qui ont un petit peu du mal à prendre le dessus, mais ça c'est une affaire certainement de quelques mois, etc. Donc pour résorber un petit peu les pénuries. Mais globalement, c'est ça que l'on va regarder. Donc là, ce qu'il faut prendre en considération également, c'est pas de se dire on est monté de 70%, et parce qu'on est monté de 70% et qu'on pense que les choses vont en effet bien s'améliorer, la réouverture, etc., qu'on va continuer de monter. Le marché peut très bien corriger alors qu'on commencera à avoir des bonnes nouvelles. Donc il faut bien comprendre aussi le déphasage qu'il peut y avoir entre les statistiques économiques qui vont sortir petit à petit, qui vont prouver la reprise économique, de l'anticipation que va en faire le marché. Ça, c'est vraiment crucial de le comprendre, et donc il ne faut pas sous-estimer le prorata que l'on peut éventuellement subir, alors que, éventuellement, quand on pense à l'avenir, on pense à boire une bière en terrasse et à se faire un petit restaurant entre amis, et donc forcément, ça apporte un petit peu d'optimisme. Mais globalement, ça ne pourra
ne pas empêcher le marché de corriger. Donc n'oubliez pas que quand on gagne voilà, 70%, si on fait une correction de 10-15%, c'est pas choquant éventuellement. Donc, et ça, il faut s'y préparer éventuellement. Il faut l'avoir dans son plan pour pas se faire avoir, même si on est long terme, hein, bien entendu. Et donc du coup, quand on parle inflation, on va récupérer ici un chart de JP Morgan. Bon, quelque part, c'est quelque chose que vous savez déjà si vous suivez un petit peu les vidéos, on en a déjà parlé. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est pas seulement de parler d'inflation, mais c'est de parler, ok, quel niveau d'inflation? Parce que suivant le niveau d'inflation, on va avoir un impact et des actifs qui vont être plus ou moins corrélés, être plus ou moins défensifs et qu'il va falloir surpondérer. Alors, on va pas refaire la roue hein, concrètement. Ce que l'on va considérer, c'est surtout cette partie 3 à 6%. Parce que je pars du principe qu'une inflation au-delà des 6%, peut-être de manière temporaire pour quelques mois, mais je pense plus que c'est là-dessus qu'il faut aller taper. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le pétrole. Le pétrole, ce qu'il faut bien se dire, c'est que autant les semi-conducteurs, les matières premières de type bois et d'autres matières premières d'agriculture, etc., on peut, pas sur toutes, mais le blé par exemple, on peut éventuellement encore se dire que bon, ce sont des chocs exogènes, ce sont des chocs temporaires et on a la supply chain, etc., la production qui peut certainement reprendre cela. Par contre, au niveau du pétrole, voilà, on le sait avec tous les besoins que l'on va avoir, même si on a les différents pays de l'OPEP qui remontent leur production, qui remontent donc l'offre, ça peut avoir un impact à court terme, mais à long terme, on sait très bien qu'on est en déficit. Donc la demande, elle, va continuer d'augmenter. En plus, on va avoir la demande en surplus de tout ce qui est décarbonisation qui va demander en plus. Ça va avoir un impact également sur les matières premières, métaux, on en avait déjà parlé. Et puis après, je pense qu'il faut prendre aussi en considération l'agriculture. Vous voyez, on a aussi cet aspect agriculture. Donc cette inflation, c'est matières premières, agriculture, matières premières également, métaux, donc tout ce qui est cuivre notamment, etc. Et cuivre hein, qui est dit par Goldman Sachs, mais bon, on n'a pas attendu Goldman Sachs, comme étant le nouveau pétrole. Donc ça, aussi, globalement, c'est ce qu'il va falloir intégrer, que pour la prochaine décennie, je veux dire, vous avez eu tellement de désinvestissements sur les matières premières parce que vous aviez eu des prix qui étaient baissiers depuis 2010 hein, sur les matières premières agricoles, sur les matières premières ferreux, etc. Après, vous avez tout ce qui est base material, donc c'est tout ce qui est acier et compagnie. Donc ça aussi, ça performe très bien, mais on le voit, le marché globalement a déjà anticipé tous ces secteurs-là. Donc ça, normalement, si vous regardez les vidéos, on avait abordé ça il y a déjà une bonne année. Et puis, je vous fais des rappels de temps en temps. Mais globalement, là, j'en profite pour faire un rappel supplémentaire puisque j'ai retrouvé ce chart de JP Morgan. Donc, globalement, ce que l'on voit, c'est qu'à l'avenir, on peut subir une correction. Mais donc, ce que je vous disais surtout, c'est que ce que l'on peut penser sur le marché à venir, c'est que donc quand on avait vécu 2010-2012 à peu près, en fait on avait vécu la correction et après on avait vécu du zigzag. Moi c'est ça clairement hein, que j'ai en tête aussi. Et donc ça vous impose quoi? C'est-à-dire vous subissez la correction et le zigzag sur le marché, donc sur les indices. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire attention à l'illusion des indices. Par contre, vous avez des secteurs d'activité, vous avez des valeurs qui vont profiter, qui vont continuer de profiter et éventuellement, même si on croit à cette inflation-là, est-ce qu'elle est durable, est-ce qu'elle ne sera pas durable? Ça c'est un vaste sujet, mais globalement on le voit, le marché va continuer de pondérer ces valeurs-là. Et donc, si on a des corrections sur ces valeurs-là, c'est potentiellement vers ces valeurs-là, je pense notamment aussi aux minières, or, argent, cuivre, sur lesquels il va falloir éventuellement en profiter pour y voir une porte d'entrée, pour jouer, je dirais, potentiellement les statistiques économiques et cette inflation qui serait là plutôt pour la fin d'année, on commencerait à avoir les véritables statistiques et à pouvoir juger si c'est court terme ou durable sur cette seconde partie d'année. Et donc pétrole également dans cette idée de toute manière que on va en avoir encore du besoin et que donc globalement, peu importe ce qu'on fait, on devrait rester dans du pétrole à 60-70 $, si ce n'est plus haut. Mais globalement, tout ce qui peut dropper en dessous peut être intéressant aujourd'hui avec un aspect moyen terme d'y aller. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ce n'est pas parce qu'à court terme, éventuellement, vous allez avoir des corrections et des baisses sur ces différents secteurs d'activité-là,
que le scénario de long terme change. Non, au contraire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez des baisses à court terme, il faut comprendre si fondamentalement votre scénario a changé. Si fondamentalement le scénario change, globalement, oui, ça ne sert à rien de conserver la position, ça ne sert à rien d'accumuler la position, notre plan est caduque. Par contre, quand je passe sur les matières premières et notamment le pétrole, etc., là, si on a une correction, pour moi, c'est une porte d'entrée, puisque le scénario à long terme, à aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourrait changer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est le système des poupées russes, c'est-à-dire que quand vous avez des corrections de court terme, ça ne remet pas forcément en cause votre scénario de long terme. Et là, évidemment, dès que vous allez avoir des corrections sur les valeurs pétrolières, etc., beaucoup de personnes vont lâcher sur les... on l'a vu également, beaucoup de personnes ont lâché sur les minières, or, argent, etc. C'est là, justement, où il faut avoir cette capacité de pouvoir comprendre, en fait, le mouvement de court terme qui s'imbrique à l'intérieur du mouvement de long terme, et ce mouvement de court terme qui ne remet pas en cause le mouvement de long terme. Donc voilà, j'espère que c'est clair, mais c'est vraiment ça, dans un marché qui éventuellement se mettra à corriger, c'est comme ça qu'il faut approcher vos valeurs, c'est comme ça qu'il faut approcher votre portefeuille, c'est vous demander est-ce que ce mouvement de court terme remet en cause mes scénarios de long terme. Oui, non. Et donc ça, éventuellement, ces corrections donc, de court terme, si ça ne remet pas en cause le scénario de long terme, vous donne une porte d'entrée pour prendre de nouvelles positions. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que que j'ai déjà commencé à attaquer un petit peu plus mes portefeuilles et essayer de dimensionner au fur et à mesure des positions un peu plus moyen terme sur un certain nombre de secteurs d'activité. Voilà, en essayant de prendre un petit peu de recul et en acceptant que peut-être sur les prochaines semaines, les prochains mois, le scénario va être mis à mal par des corrections de court terme, mais qui sont à voir plus comme des prorata et éventuellement comme des fenêtres d'entrée. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, vous permet un petit peu de remettre les points sur les i sur un certain nombre de choses. Je sais, en fait, j'en profite dans ces vidéos parce que dès qu'il y a un petit peu de correction, on a tendance à se remettre la tête dans le guidon, à perdre le recul que l'on avait un petit peu auparavant, et c'est là en général qu'on fait des erreurs d'appréciation. Donc du coup, même si c'est des rappels, même si ce sont des choses qu'on a déjà vues par ailleurs et qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, je pense que c'est important de réappuyer un petit peu sur ces points-là, puisque on est tous des hommes, et à un moment donné, lorsqu'on a une pression court terme, qu'on voit nos pertes, on a un petit peu plus de mal à conserver nos scénarios de long terme et on a tendance à les transformer en court terme. Et c'est là, en règle générale, où on fait très mal à la performance de notre portefeuille avec ce type d'erreur-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas voilà, de la liker, de la partager également avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes.